comprendre pourquoi les images qui nous environnent, qui nous dominent, peuvent s'insinuer dans nos vies. Et elle a été, dans son œuvre de savoir, jusqu'aux origines byzantines de cette hantise des images. C'est là, oui, le cœur de son travail. Et vous savez combien aller jusqu'à l'iconoclasme, c'est-à-dire d'une certaine manière jusqu'à la source de nos querelles, c'est une façon de faire vibrer pour elle les exigences de l'aujourd'hui. C'est de cela dont elle va nous parler maintenant, dans la mesure où, d'une certaine manière, ce qui est en cause dans ce dont elle parle, dans ses derniers livres, et notamment le tout dernier, Confiscation, c'est le fait que, comme le disait Wittgenstein, et d'ailleurs c'est une réflexion qu'elle met en exergue de son dernier livre, comme le disait Wittgenstein donc, à force d'user des mots, les mots, les expressions peuvent s'user eux-mêmes, et alors nous avons peut-être nécessité de les extraire de la langue, de les nettoyer, de les raviver, pour les remettre ensuite en circulation. Et c'est de cela dont il s'agit peut-être avec ce mot de radicalité, dont son dernier livre, justement, tente de raviver la virulence, ou plutôt l'urgence, puisque tel est le titre de sa conférence, Urgence de la radicalité. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je suis impressionnée et honorée d'être accueillie par ce lieu dont mon ami Jean-Louis Comolli m'a parlé depuis si longtemps, avec tant d'enthousiasme et de chaleur. Voilà. Mais je suis malgré tout, oui, impressionnée parce que je n'ai encore jamais parlé depuis cette estrade. Et que ce dont je vais vous parler, c'est à la fois, c'est vrai, quelque chose un travail qui a trouvé dans le dernier livre sa formulation, mais c'est aussi le témoignage de ce que j'appellerais un work in progress, encore que je puisse davantage témoigner du work que du progrès. Mais en tous les cas, une démarche incoative, quelque chose que j'ai envie de creuser, d'avancer, parce que cela nous concerne tous au plus vif, et dans les douleurs sociales et politiques que nous partageons aujourd'hui, les déceptions, les inquiétudes justifiées. Alors je sais qu'on m'avait sollicité sur la question de la radicalité. Oui, je vais parler de la radicalité, de l'urgence de la radicalité, et de l'urgence d'abord, puisque nous sommes censés être en état d'urgence. Alors je partirai, oui, d'une réflexion déjà sur ce que j'appellerais l'urgentisme du pouvoir aujourd'hui, l'urgentisme d'État, plutôt que de l'état d'urgence. Voilà. Que l'urgence est un mot qui est associé à un dispositif généralisé qui répondrait à la nécessité de ne pouvoir attendre pour opérer, pour agir. Je sais que penser, agir, rêver, agir sont les trois mots qui ouvrent le champ de ces rencontres. Et je vais parler beaucoup de ceux qui, n'ayant plus les moyens ou n'ayant jamais eu accès aux moyens, ni de penser et encore moins de rêver, ne connaissent de l'agir que ce qu'on appelle le passage à l'acte, qui n'est pas un agir précisément. Le passage à l'acte étant une façon, mais bon, je ne ferai pas un propos psychanalytique sur l'acting out et le passage à l'acte, mais le passage à l'acte et ce qui, sous le nom de terrorisme, indique ces passages à l'acte, sont loin de pouvoir porter le nom d'action. Ce mot d'urgence, donc, qui est associé au mot État, je pense qu'il faut entendre plus exactement la dimension intrinsèque étatique de l'urgence, un dispositif de gouvernement qui utilise la pression de la peur et de la culpabilité.
l'état d'urgence rendrait responsable, voire coupable, celui qui procrastinerait pour immédiatement agir sur le terrain social, et je préciserai plus encore sur le terrain thérapeutique. Ce système de gouvernement, on peut en définir les composants institutionnels et les choix économiques, bien sûr, mais je le désigne surtout comme une organisation phobocratique, c'est-à-dire un gouvernement de gens peureux, trouillards, qui ont décidé de nous traiter comme des peureux et des trouillards au nom de la sécurité que veut dispenser ceux qui ont peur sur ceux qui sont priés d'avoir peur et de remercier qu'on les sauve d'un danger qui est là. D'un danger qui justifierait des mesures protectrices, policières et sanitaires. Cette peur qui nous débarrasserait de la peur sans plus attendre, parce qu'il faut faire vite, ça s'appelle une précipitation. L'état d'urgence, praecipitare, ça veut dire en latin tomber la tête la première. Tomber la tête la première, j'entends par précipitation urgentiste la nouvelle forme de la peine capitale, infligée par le grand capital, qui, de cette façon-là, défend ce que Freud appelait, pas pour la première fois, le trône et l'autel, qui serait en danger. Entendons aujourd'hui le pouvoir souverain de l'homme occidental blanc chrétien, modèle ethnocentré de ce qui mérite le nom de genre humain. La politique urgentiste dit bien, comme dans le serial américain éponyme, Urgence, que la vie la plus réelle, la plus responsable, la plus honorable du citoyen, c'est celle des médecins de garde qui font face jour et nuit aux désastres et aux crimes, qu'ils soignent, qu'ils guérissent de façon héroïque, immédiate, sans attendre, sans erreur, avec un résultat qui ne fait pas attendre. Une médicalisation donc étatique. L'état d'urgence est lié évidemment à ce que Foucault déjà a indiqué, pour d'autres raisons et sur un autre champ, la biopolitique. Soigner des candidats au terrorisme et à la guerre comme s'il s'agissait de répondre chirurgicalement et le plus vite possible à une épidémie, à une peste, comme on répond à un accident de la route, à un suicide, à une maladie contagieuse. Je vais faire allusion à une expérience personnelle que j'ai eue, mais en tous les cas, vous dire que j'ai entendu dans les lieux où j'ai travaillé, qui sont ceux de la radicalité et ceux de la déradicalisation, je mets à tout ça des guillemets, puisque je conteste l'usage du mot radical là où la maladie se fait entendre, j'ai entendu 2 fois un lapsus. Déradicalisé était devenu dératisé. Une autre fois, radiation. Voilà, la radiation au lieu de la radicalisation. Ce sont des lapsus intéressants qui, par rapport à la catastrophe européenne de l'affrontement au fanatisme croissant d'une certaine partie de la population dite musulmane, se réclamant-elle de l'état d'urgence, veut une solution radicale, on n'ose pas dire solution finale, une solution radicale et rapide pour nous débarrasser du fléau qui ravage la cité par son ennemi intérieur. C'est dans ce paysage sociopolitique qu'est en effet désormais nommé du nom de radicalité, de radicalisation, un processus qui serait pathologique, infectieux, épidémique, et qui demande donc des effets immédiats à la thérapeutique. Donc, ne vous étonnez pas qu'on ait mis en place au niveau juridique un dispositif dit de comparution immédiate, parce qu'il faut faire vite, qui fait l'économie de toute temporalité, de toute patience inhérente à l'examen lent des droits, à une réflexion lente de la situation politique, portant sur une situation critique qui nous concerne tous, sans exception. La confiscation du temps est la condition majeure et fondatrice de ce qui s'appelle aujourd'hui l'état d'urgence. J'ai proposé la formule suivante. À sans plus attendre, j'entends, dans sans plus attendre,
j'entends sans plus entendre, sans plus entendre. Donc sans prendre le temps d'écouter, d'analyser, de délibérer sur le sens d'un mal que nous partageons, auquel nous nous affrontons tous ensemble, avant d'être contaminés. Comprendre serait perdre du temps, c'est-à-dire ce serait prendre le temps de nous rendre justement solidaires, partie prenante du problème à résoudre. Ce n'est pas devant le seul terrorisme que ces dispositions font effet. Je rappelle qu'elles font effet dans le milieu de la santé, dans le milieu juridique carcéral, le milieu des prisons, dans lesquels également cette souffrance sociale et psychique qui demanderait de l'écoute et du temps, met à mal et rend et menace de plus en plus tous les dispositifs dans lesquels le temps de l'écoute, de la parole, de la patience sont absolument nécessaires pour construire du lien social et trouver ensemble une réponse politique à quelque chose qui ne nous est pas étranger, comme un virus, une infection, une peste ou une lèpre. Dans l'analyse que je vais faire, il y aura deux temps. L'un qui est celui des mécanismes des recrutements chez les recruteurs et chez les recrutés, parce que je m'appuie sur l'expérience personnelle que j'ai faite. D'abord en travaillant depuis, juste après les attentats de Charlie Hebdo, je me suis engagée, et j'ai accepté d'être engagée dans le cadre de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse, chaque semaine, pendant 2 ans, de rencontrer des jeunes qui m'ont, dès le premier jour, accueillis. Nous étions le 17 janvier 2015, par Je suis Koulibaly. Voyant que je n'étais pas du tout impressionnée, on s'est assis tranquillement, vu que je n'avais pas de raison de m'irriter de cette déclaration qui pour moi était vide de sens. On voulait me faire entendre une chanson, j'attendais de savoir quelle serait la mienne. En tous les cas, j'ai passé énormément de temps avec ces jeunes radicalisés, voilés ou pas, dans un état de violence, de révolte très profond, et je veux témoigner ici de ce qu'ils m'ont fait comprendre à travers le temps que j'ai consacré avec eux. On m'avait donné 50 minutes le premier jour, j'ai passé 3 heures. Quand je suis sortie des 3 heures, on m'a demandé « Mais qu'est-ce que vous leur avez fait ?» J'ai dit « Moi, rien, c'est eux qui ont parlé. » Voilà, donc si vous voulez, pour moi, c'est un premier témoignage extrêmement important. C'est cette rencontre avec ce que j'appellerais une population orpheline, dans laquelle j'ai pu analyser un certain nombre de mécanismes concernant leur état, et non pas l'urgence que réclamait leur état, mais le temps que demandait précisément le fait de partager à la fois nos craintes et leur désespoir et leur violence. Alors, je n'analyserai pas ici, bien sûr, la conjonction internationale des conflits du Moyen-Orient, l'instrumentalisation des croyances religieuses dans le cadre des guerres au Moyen-Orient, des guerres d'influence territoriale, des profits financiers, des enjeux stratégiques. Ni même, je ne ferai pas allusion au travail que j'avais pu faire pendant de longues années en compagnie de mon ami Abdelwahab Meddeb, dans les cadres de culture d'islam et de nos dialogues, concernant la compréhension de l'histoire de l'islam et de la façon dont les inflammations s'étaient, au fil des siècles, déplacées, modifiées, enflammées, apaisées, de quelle façon également, là, à l'intérieur des 3 monothéismes. Nous avions longuement parlé avec Abdelwahab, qui nous a quittés, comme vous le savez, il y a 1 an et demi, longuement parlé de ce qu'avait été la fraternité, les échanges et la richesse culturelle entre l'islam, enfin le monde musulman, le monde anté-islamique, le monde islamique, le monde chrétien et le monde juif, dans des zones territoriales dispersées tout autour du bassin méditerranéen, et qui, au contraire, témoignaient du fait qu'aucune de ces 3 religions ne portait en elle-même les germes d'une exclusion ou d'une haine particulière, décisive
et depuis la racine, radicalement, hein, parce que qui dit radicalité a très envie d'invoquer les racines. Je ne traiterai pas non plus de la radicalité au sens justement d'un enracinement, mais plutôt de ce que j'ai tiré de la lecture éminemment précieuse, la relecture éminemment précieuse de Castoriadis, à savoir que la radicalité a à voir avec les puissances je dirais, naissantes, les puissances à l'état naissant de nos énergies imaginaires, instituantes, et en même temps destituantes. Enfin, Castoriadis ayant pris le soin d'analyser justement ce qu'il appelle l'imaginaire radical, pouvait être à la fois quelque chose d'originaire venant de l'informe, comment depuis l'informe peut arriver de la forme. Bon, je ne reviens pas sur cette problématique qu'il partageait, sur laquelle il avait discuté avec ardeur avec Paul Ricoeur. Non, je reviens vers cette expérience que nous avons, nous, concitoyens, et partageant un monde, en tous les cas, sur les mécanismes que l'on appelle à tort de radicalisation. Quand j'ai rencontré tous ces jeunes, donc de la protection judiciaire de la jeunesse, dont je vous rappelle que ce sont des jeunes qui ne sont pas en prison puisqu'ils sont mineurs, mais qui ont commis des délits extrêmement graves, ou plus ou moins graves, passibles de la prison, mais en attente d'y aller, d'ailleurs, souvent avec impatience, parce qu'il y a dans la prison l'honneur de rejoindre les aînés, qu'importe. En tous les cas, certains ayant des bracelets électroniques ou pas, le problème n'était pas là. En tous les cas, une jeunesse dont, pour rien au monde, je n'ai pu, au fil du temps, y trouver la nécessité de les déradicaliser. Bien au contraire. Il y avait au sens où je ne suis plus avec eux en ce moment, mais il y a en eux, et je tenais à en témoigner, une radicalité tout à fait fondatrice, qui est une véritable soif de sens, soif de parole, soif d'écoute. Et je voudrais témoigner de la radicalité de leurs exigences et du caractère radical de leurs exigences sur 3 registres fondamentaux. Le premier, c'est celui que j'appellerais, et que nous connaissons chez tous nos adolescents, et même au-delà, c'est un besoin d'une surpuissance sans limite. Un besoin de transcendance, un besoin d'excès, un besoin romantique, quasiment fantasmatique, d'héroïsme, de grandeur, une espèce de dimension très paranoïaque qu'a tout adolescent, nous le savons bien. Non seulement d'entrer en conflit avec un ordre qui les écraserait, mais c'est de pouvoir donner sa forme ou de pouvoir faire l'expérience d'une toute-puissance sans limite, qui leur donnerait une jouissance sans limite, dans lequel d'ailleurs l'accès à la richesse est aussi important que l'accès à la transcendance. Les mêmes qui criaient en début de séance à Allahu Akbar me disaient en fin de séance « Je n'ai qu'un Dieu, c'est l'argent ». Donc on était déjà dans un polythéisme, vous voyez. Donc ce besoin de toute puissance, ce besoin de débord, d'excès, ce besoin de sans limite, c'est magnifique. Mais quoi en faire? Pas de réponse, pas de réponse. Quelque chose qui, face à ce besoin d'illimitation, se trouvait sans réponse dans un monde qui n'offrait rien, comme le disent certains, plutôt le samedi matin, sur France Culture, un besoin de valeur. Mais pas du tout. Il ne s'agit pas tellement de rechercher des valeurs, il s'agit beaucoup plus, je pensais plutôt en entendant Camille de Toledo hier, de cette
de cette puissance d'indétermination, de cet accès à l'indéterminé, de cet accès à ces zones d'indétermination de tous les possibles, à cette imagination peut-être picaresque dont il parlait, et qui fait que c'était là, en attente de quelque chose, qui va trouver justement sa réponse, pas là où nous sommes en demeure de la donner, mais là où on la vend. J'y reviendrai sur le fait que la radicalisation est un marché qui est entretenu par les recruteurs de radicalité, qui sont des experts en communication, qui ont appris d'ailleurs l'expertise en communication et la maîtrise de la communication, de savoir comment vendre, comment on peut vendre. On peut vendre le terrorisme, on peut vendre un islamisme radical en lui donnant tous les guillemets et toutes les italiques que vous voulez, comme on vend une lessive, comme on achète on vend un président de la République. Je veux dire, il y a véritablement des études de marché qui permettent de réussir. Et effectivement, ces études de marché permettent aux recruteurs de jouer sur ce ressort du désir d'infini, du désir de transcendance, du désir de toute puissance, d'un ailleurs dans lequel pourrait se réaliser ce qui est irréalisable dans le cadre. Voilà. Et le deuxième plan le deuxième versant que je rencontrais chez eux, et qui était inséparable du premier, c'est un besoin de cadre, un besoin d'autorité, le besoin justement d'être encadré, d'être accompagné par de la parole, par des propositions, par des mots, par de la culture, par quelque chose qui fasse autorité et qui permette de ne pas devenir totalement fou, avec la paranoïa, la dimension paranoïaque de la toute-puissance et de l'ailleurs qui les fait basculer dans les espoirs les plus insensés, attendre justement du cadre. Et justement, les recruteurs fournissent aussi, dans le cadre du marché dit de la radicalisation, sont parfaitement capables de fournir avec un texte, avec un livre, avec des rites, avec des lois, avec des interdictions, avec des coercitions, des contrôles, des surveillances, de leur fournir précisément la prothèse de la culture qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire de répondre doublement à un besoin d'infini et à un besoin de cadre. À cette double demande, il y a un marché. C'est un marché et ça marche. Alors, face à cela, il y a un troisième élément sur lequel j'avais plus travaillé autrefois avant de les rencontrer, à l'époque d'ailleurs des manifestations de 1995 et au-delà, c'était la demande de visibilité. Un besoin de visibilité, ne pas avoir droit au regard, être invisible. Cette offre, cette demande de visibilité, cette attente d'un regard, qui est l'attente d'une reconnaissance pour faire partie d'une communauté, faire partie d'un espace et d'un temps partagé, d'une histoire partagée, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, sauf du marché, qui propose à travers les médias, la télévision, le sport, et le caractère spectaculaire et l'usage spectaculaire des médias, des appareils photo, des caméras, de YouTube, etc., de donner à leurs actions les plus folles la dimension d'un scénario, d'un petit film, d'une vidéo. Et donc, il y a eu, j'ai pu travailler avec Jean-Louis Comolli et d'autres sur la façon dont, précisément, les recruteurs de Daesh, qui ont des boîtes de production cinématographiques de très haut niveau, qui sont dignes d'Hollywood, fabriquent et forment des gens qui sont capables de nourrir ce désir de montrer, ce désir d'être vu, au point même de fabriquer des vidéos dans lesquelles il y a des décapitations qui ont été jouées par des acteurs dans la communication de Daesh. Donc, si vous voulez, moi je me suis trouvée face à ce paysage triple, je dirais, demande de surpuissance, d'héroïsme épique, demande de cadre, d'autorité, de rituel et de coercition,
demande de visibilité et de reconnaissance, voilà ce à quoi les recruteurs répondent parfaitement. Parfaitement en termes de marché de la communication. Or, que font les systèmes dits de déradicalisation? Alors, non seulement, si vous voulez, il ne s'agit pas ni d'un islam radical, ni d'un islam modéré, pas plus qu'il y a un judaïsme radical, un judaïsme modéré, un christianisme radical, un christianisme modéré. Il y a des fanatiques, c'est-à-dire qu'il y a des modes de croyance qui sont tout à fait instrumentalisables du côté des affects passionnels les plus meurtriers. Il n'y a aucun problème, on fabriquera un communiste meurtrier comme un musulman meurtrier. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'est pas question de radicalité, là. Il n'est pas question de radicalité. Il est question, justement, d'entretenir les foyers de haine et de désespoir les plus terribles et les plus instrumentalisables. Or, face à cela, j'ai été alors aussi sollicitée par une association, et je me suis intéressée à travers cette sollicitation à d'autres associations, dites de déradicalisation, qui sont un échec total. Personne n'a réussi à déradicaliser, bien évidemment. Si vous m'avez bien entendu, le problème n'est absolument pas de déradicaliser, c'est de répondre à quelqu'un qu'on a d'abord écouté. Mais si vous n'écoutez pas et que vous dites « moi j'ai la réponse », alors je me suis trouvée dans une association et à analyser les documents venant du gouvernement sur la déradicalisation, puis dans une association dite de déradicalisation, où j'ai été extrêmement attentive, et qu'est-ce que j'ai dit les systèmes de déradicalisation s'adressent d'abord couper tout lien du radicalisé avec sa famille, avec ses amis, avec son milieu. L'isolement. Ensuite, montrer des films, et alors ces films sont d'une indigence et d'une vulgarité invraisemblable, pour montrer à quoi ressemble, alors à travers des films de fiction, avec des cyber-personnages qui sont instrumentalisés, enfin c'est quelque chose, c'est absolument accablant de pauvreté, d'indignité et de non-respect de la souffrance et des familles qui posent le problème, de la radicalisation, soi-disant, de leurs enfants, et de ces jeunes. Voilà. C'est d'une vulgarité inouïe. Et ce sont des lieux, c'est un marché. Donc il y a un véritable marché de la déradicalisation qui fonctionne sur les mêmes mécanismes que celui de la radicalisation. Proposer des valeurs héroïques, de la citoyenneté régalienne, du rêve, proposer non pas de l'autorité, mais du pouvoir, de la menace et de la santé, travailler dans une sorte de programme de désintoxication des pestiférés et consoler les familles sans savoir ce qu'on va pouvoir leur proposer à la place. C'est quelque chose de très accablant et de très grave politiquement. Donc, face à ce triple registre du recrutement et de la désintoxication des pestiférés, j'avais envie, mais ce n'était pas le lieu ici, mais j'aurais envie de vous renvoyer à un film que vous aurez sans doute l'occasion de voir si vous ne l'avez pas déjà vu, un film très remarquable de 1973 de Jean-Daniel Paulet, un film qui s'appelle L'Ordre, que certains d'entre vous ont sans doute vu. C'est un lépreux qui parle. C'est un lépreux qui parle parce que de 1904 à 1956, en Grèce, les lépreux ont été confinés dans une île de Spinalonga, au large de la Crète. Et là, Jean-Daniel Paulet
fait un film pour témoigner de quoi? C'est que depuis 1954, l'île de Spinalonga a été débarrassée de ses lépreux. On a ramené les lépreux sur le continent, dans un hôpital d'Athènes. On connaît maintenant les médicaments contre la lèpre, donc on va les guérir, la lèpre étant une maladie. Mais Jean-Daniel Paulet, dans son film, fait entendre une voix. De quelle lèpre s'agit-il? Et celui qui nous parle plein champ, Raymond Dakis, qui est un lépreux guéri, qui est revenu sur le continent, témoigne de deux choses qui vaudraient aussi bien pour ceux qui étaient à Calais et qui ont été délocalisés, dispersés. Quand nous étions dans l'île de Spinalonga, pestiférés, éloignés, privés de nos droits de citoyens, éloignés comme le pire, comme le fléau qu'il ne faut pas approcher, qui va contaminer, l'horreur, la lèpre. Vous savez, la lèpre, comme la peste. Nous avons, il dit, à Spinalonga, on ne mourrait jamais seul. Et Raymond Dakis, qui était un avocat, lépreux et guéri, depuis le continent, dans le film de Jean-Daniel Paulet, témoigne de ce qu'a représenté, justement, le rapatriement dans l'hôpital des lépreux, où là, ils se sont aperçus, non seulement qu'ils étaient des lépreux guéris, mais qu'ils étaient des lépreux pour toujours. C'est-à-dire, quand on a été lépreux, on est lépreux pour toujours. Et la voix de Maurice Borne, le texte de Maurice Borne et le film de Jean-Daniel Paulet, fait entendre justement cette terrible question des régimes de fraternité, de partage et d'hospitalité de ceux qui, même guéris de la lèpre, sont pour toujours affectivement dans la mémoire du corps et du corps social lui-même, pour toujours exilés, refusés, rejetés, jamais citoyens. Nous étions mieux dans notre île. L'inhospitalité de l'hôpital me paraît être une indication fondamentale pour comprendre l'inhospitalité radicale des dispositifs dits de déradicalisation, et sur le fait que, je vous disais, on n'ose pas parler de solution finale, bien sûr, mais comment se débarrasser de ceux qui sont incurables, même guéris, comme s'ils étaient notre propre peste, comme s'ils étaient le témoignage de notre propre lèpre, comme si nous ne pouvions pas supporter de voir en eux, comme le dit Raymond Dakis, plein champ. Voilà. C'est vous qui courez à la catastrophe, c'est vous qui finirez dans les ordures. C'est terrible. Ce visage lépreux, qui est aussi beau qu'une ruine grecque, c'est un grec, et d'ailleurs, Paulet a travaillé en même temps sur la ruine des temples et sur les murs lépreux, sur le fait que quelque chose de l'ordre de la ruine devient une sorte d'archive tacite, aphasique, de quelque chose qui manque, qui indique à ceux qui regardent et les ruines et les corps lépreux, même guéris, que tant qu'ils ne manqueront pas, tant que ne leur manquera pas ceux à qui il manque tout, il manquera tout à ceux qui croient ne manquer de rien. C'est pourquoi, qu'est-ce que je défends avant de poursuivre? Si vous voulez, ce dont je viens de parler est un peu à la lumière d'une expérience très précise, qui est la rencontre avec ces jeunes, qui est la rencontre avec ce marché de la déradicalisation, avec cet échec total de l'écoute, cette confiscation du temps, cet exil intérieur de ceux qui ne peuvent ni penser, ni rêver, et qui n'ont d'autre
façon de passer à l'acte qu'en devenant très visible sur un marché, soit celui du sport, de la télévision, ou sur celui des médias, ou de devenir des meurtriers splendides, c'est de dire que ce dont je tiens à témoigner, c'est que ceux qui ont cherché à s'occuper, les recruteurs finalement, qui ont fabriqué une fausse culture, une prothèse, le rapport au livre, le rapport aux symboles, le rapport aux images, etc., en utilisant tous les ressorts de ce qu'on appelle les politiques culturelles et qui sont tout le contraire d'une culture politique. Quand je rencontrais ces jeunes, je veux dire que la première chose qui commençait leur phrase, lorsqu'ils me parlaient pendant des heures, tous, sans exception, à un moment donné, au moment de prendre la parole, me disaient « Comment dire ?» On posait une question, travailler, l'argent, le sexe, Dieu, la violence, le sang, le père, le grand-père, la petite sœur, le grand frère. Qu'importe, l'amour. Ben, parle, raconte-moi. Et ça comment? Oui. Mais comment dire? Et j'étais à la fois touchée, comme moi-même, comme, je veux dire, fendue, atteinte par ce comment dire. Et en même temps, entendant dans ce comment dire, précisément, ce pourquoi je restais près d'eux et je venais au rendez-vous. C'était pour leur apporter, autant que je pouvais, la possibilité d'accès aux mots, aux images, aux mots sur les images, leur permettant de dire quelque chose. Et c'est pour ça qu'avant d'aborder le second moment, celui de mon travail actuel dans le sillage de ces rencontres, mes gamins m'ont fait beaucoup travailler le rap et le slam. Au début, je ne comprenais rien. Ils m'ont appris les mots, ils m'ont appris à entendre, ils m'ont appris à comprendre. Et donc, je vais vous faire entendre quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est le groupe qui porte le nom, qui nous concerne tous, Grand Corps Malade. Vous connaissez Grand Corps Malade. Fabien Marceau, Ibrahim Malouf. Je voulais vous faire entendre, ou vous faire réentendre, le texte, un des textes de Grand Corps Malade. J'ai mis des mots sur un cahier. J'ai mis des mots que j'ai triés. J'espérais bien me faire griller. J'ai mis des mots que j'ai criés. J'ai mis des mots dans vos oreilles. Ou des émotions, c'est pareil. Dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte. J'ai mis des mots un peu partout, redistribués, au coup par coup. Je ne sais même plus où je les ai mis. J'ai mis des mots, j'ai pas gémi. J'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro. J'ai mis des mots, j'ai eu les crocs. Des mots nouveaux, des mots rétro. J'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé. Et ça se termine par ces deux phrases formidables. Mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer. C'est pas magnifique, ça? Je dirais que, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer, pourrait trouver sa place dans la conférence d'hier sur les archives. Laisser des traces, les traces du passé dans le présent. Je dirais que si je poursuis ce travail, maintenant, en leur compagnie ou sans leur compagnie, je ne sais pas encore, puisque
c'était tellement bien, tellement fort ces rencontres qu'évidemment l'institution de la PJJ a suspendu la possibilité de ces rencontres au cas où ça pourrait réussir. Et réussir n'a pas pour moi le sens que vous pouvez imaginer. Il ne s'agit pas de triompher d'une situation, il s'agit de donner l'hospitalité à une parole et de considérer que Grand Corps Malade fait aussi partie, nous en faisons aussi partie, n'est-ce pas? Ce Grand Corps Malade, c'est aussi le nôtre. Et donc, puisque je vous ai fait entendre le texte de Fabien Marceau et de Malouf, je veux aussi vous faire entendre ce sur quoi maintenant s'ouvre, c'est déjà présent dans Confiscation, de façon peut-être moins thématisée que ce que j'ai l'intention de faire à présent, pour une autre raison qui est encore autobiographique, vous savez. Bon, je viens d'Afrique du Nord, d'un milieu un peu compliqué, disons, plusieurs fois monothéiste, pour plus parler. Voilà. Et donc avec une expérience du rapport au corps, au rapport à la terre, au corps, aux odeurs, à l'intime, au corporel, à l'affect, qui fait que le travail de Foucault sur la biopolitique est quelque chose qui, pour tous ceux qui ont vécu dans des pays coloniaux, même si Foucault n'a pas véritablement thématisé la question du racisme, reste malgré tout présent et vivant comme noyau dans son travail. Mais je ne sais pas de Foucault je parlerai, ni forcément de l'Algérie, sauf que j'évoquerai malgré tout la mémoire algérienne. C'est de dire à quel point j'ai été touchée par le travail pour poursuivre sur ma lancée d'une lutte pour la défense d'une radicalité politique à partager avec ceux qui, loin d'être à déradicaliser, sont dans la soif de sens, la soif de culture, la soif de parole et la soif de partage et l'attente d'hospitalité et de demander beaucoup plus un regard que de la visibilité spectaculaire. J'ai été très sensible à l'expression d'un auteur magnifique, d'une femme, traduite et republiée par l'Institut Émilie du Châtelet, dont je vous recommande vivement la lecture. Je n'ai pas pris soin de voir si ce livre est là, mais j'espère qu'il y est, sinon il va devoir y être. C'est le livre d'Anne-Laura Stoller, La chair de l'Empire. Livre magnifique, qui n'est qu'une partie du travail magnifique de Anne-Laura Stoller, qui est plutôt spécialiste de la question coloniale et surtout du racisme et de ce qu'elle appelle l'aphasie, si magnifiquement, l'aphasie coloniale. Alors elle, d'origine, elle est américaine mais d'origine néerlandaise, travaillant énormément sur Java, Sumatra, mais ayant déployé son travail sur la racialité et le concept de race par rapport à une expérience intime, affective des corps dans le milieu colonial, au point de devoir reconnaître et faire reconnaître ce qu'est l'aphasie coloniale, c'est-à-dire le corps étant le lieu d'une archive aphasique dans la douleur et les traces qui sont à déchiffrer, aussi bien sonores, gustatives, dans le rapport sexuel, dans le rapport des femmes, des concubines, des domestiques, des nourrices, etc. Donc, ce que je voulais évoquer comme prolongement du travail sur la radicalité, c'est la nécessité, dans un hommage à rendre au partage de la radicalité,
avec ceux que nous ne devons pas déradicaliser, mais ceux à qui nous devons offrir l'hospitalité pour apprendre et recueillir de la radicalité d'une exigence que nous devons partager avec eux, celle du sens, celle de l'institution, de la loi, de la parole, de la culture, du partage des savoirs, du partage des biens. Voilà. Et donc dans ce partage-là, ouvrir vers ce que j'appellerais une déracialisation de ceux qui sont pris dans les mailles du pire, dans les mailles du désespoir, du suicide, du meurtre et de la non-réponse à leurs exigences. Faisant allusion donc à ce travail d'Anne-Laura Stoller, je voulais rendre hommage justement à ce qu'elle appelle le présent de la colonisation. Le présent de la colonisation n'étant justement pas là pour comme on le fait maintenant, de façon à la fois légitime, patrimoniale, dans la culpabilité, la repentance, etc. Prendre les archives, regarder comment se sont faites les aliénations, les asservissements, les exploitations. Bon, tout ça devant être fait, étant fait, et faisant justement l'économie, c'est ce que le travail de Stoller a le privilège de faire sentir et de travailler au plus fort, c'est d'aller chercher les racines de ce qui, silencieusement, dans une aphasie coloniale, justement, aphasie des colonisateurs et aphasie des colonisés, fait que c'est dans l'expérience des corps quelque chose de l'amour et de la haine, des affects, et donc Anne-Laura Stoller, rendant quand même hommage au travail sur la biopolitique de Foucault, de montrer le lien profond qu'il y a entre ce qu'a été la colonisation et l'organisation gouvernementale de la sexualité. Et ça, c'est d'autant plus important que, justement, dans les programmes dits de déradicalisation, ceux à qui on a affaire et ceux qui sont convoqués sont d'abord les familles. Les familles des jeunes qui vont partir, qui ne savent plus quoi faire, etc. Donc, sur ce lien intergénérationnel qui est rompu parce qu'il y a une aphasie. Et ce que, justement, le travail, le nouveau travail, le renouvellement du travail sur la colonisation remet en marche et remet en œuvre, à travers quelqu'un comme elle, mais pas seulement, je veux dire, elle cite elle-même les équipes entières de chercheurs qui, aux États-Unis, en France, surtout aux Pays-Bas aussi, en Belgique, le Congo belge, et sur l'Algérie, essayent justement d'approcher de plus en plus ce qui s'est joué pendant des siècles dans la colonisation et qui se jouait à la fois, non pas uniquement dans la colonie, mais qui devenait un modèle au sein de la métropole. Ce qui fait que quand, à la fin des guerres dites de décolonisation, d'indépendance, énormément de pays anciennement colonisés n'ont jamais pu véritablement opérer une décolonisation de l'imaginaire. J'ai pu d'ailleurs le constater quand je suis retournée en Algérie pour travailler dans le milieu algérien, sur la façon dont la langue française, les habitudes françaises, le rapport à la langue restait comme une douleur à la fois irréparable, inconsolable. Dans quelle langue
pouvons-nous dire à la fois la douleur qu'a été la colonisation, mais dans quelle langue pouvons-nous dire la douleur d'aujourd'hui, hein? Et vous savez à quel point la façon dont les écrivains algériens aujourd'hui, qui écrivent en France et qui écrivent en français, sont au cœur d'un véritable déchirement linguistique. Avec quels mots dire une douleur inconsolable, irréparable, mais peut-être réparable, à travers une façon de retraverser autrement la mémoire coloniale dans laquelle, c'est là que le travail de Stoller est infiniment précieux, en disant mais quand les coloniaux arrivaient dans un pays et qu'on les envoyait en célibataire pour qu'ils puissent prendre des femmes dans le pays afin de mieux implanter la culture d'où ils venaient dans le pays où ils arrivaient, mais qu'ensuite se posait la question de la légitimité des rejetons qu'ils faisaient avec les femmes du pays, que le métissage, l'hybridation devenait le lieu d'une crise entre l'identité métropolitaine ou non métropolitaine ou coloniale. Qu'est-ce que c'était qu'ensuite ces femmes qui ont dû venir de Hollande ou de France pour se marier avec les colonisateurs, afin d'éviter, au contraire, les métissages, nouvelles vagues, pour que leurs enfants soient plus métis, mais que ces femmes donnaient, en nourrissent, aux bonnes, aux gouvernantes, ces enfants qui étaient faits par des couples non métissés, et que donc à un autre niveau, là aussi, une coalescence nourricière faisait que, voilà. Mais de quelle façon ces femmes hollandaises ou belges ou françaises laver, demander qu'on lave particulièrement les enfants après qu'ils aient été nourris par la nourrice javanaise ou algérienne, afin qu'ils ne soient pas souillés par la sueur parce qu'on n'a pas la même odeur. Et toute cette mémoire-là, sans mots, cette mémoire des corps qui est passée essentiellement par les femmes, c'est pas un hasard d'ailleurs si c'est une femme qui, plus que tout autre, s'est mise en charge de ce travail, que c'est avec les familles que se noue le drame du lien entre ces enfants, ces jeunes filles qui partent, qui ne savent plus dans quelle langue, à quel père parler, à quelle mère parler, à quel grand-père, sur quelle mémoire, sur quel silence se fait leur départ, etc. Donc cette aphasie coloniale, elle est non seulement au cœur des archives, parce que ce que racontent évidemment les archives sont des archives des institutions. Hein. Donc il y a là tout un travail absolument indispensable de remise en place et d'ouverture à une remise en œuvre, une remise en marche de l'écoute de cette mémoire. C'est pour ça que je voulais vous faire entendre ce que, peut-être parce que je suis une enfant d'Alger, quelques passages du travail de Stoller. Je vous demande juste un instant parce que comme j'ai totalement changé, comme je le fais toujours au dernier moment, tout l'ordre dans lequel je parlerai de ça avant, mais non, je parlerai de ça après. Donc, je vais vous faire entendre c'est dans la page 11. Voilà. Sur les harkis. Et la page 9. Voilà. 9. Vous me pardonnez, hein, j'arrive tout de suite. Ne quittez pas, j'arrive tout de suite. J'ai laissé le vent mettre du désordre là où je ne voulais pas. Voilà. La compassion et la solidarité sont intriquées avec les politiques de sécurité et les violences intimes. Il faut défendre la société des ennemis de l'intérieur et extérieur
pour reprendre Foucault, et donc annihiler des populations spécifiques au nom de l'ordre et de la paix sociale. Ce qui a pour conséquence de faire des femmes sur le marché, décrit précédemment, une population délibérément aliénée et aliénable. Elles sont la cible privilégiée des recruteurs, car elles sont au cœur de la question des relations sexuelles et de l'administration des affects de l'intime. Le contrôle de la sexualité est l'arme majeure de ce qui construit l'imaginaire racial. En fait, ça, c'est du Monzin, c'est pas du Stoller. Je croyais que j'allais vous lire du Stoller. Alors maintenant, je vous lis du Stoller. Vous voyez, c'est quand même inouï. Voilà. Donc, je vous lis du Stoller. Les clôtures et les frontières qui délimitent les régimes de l'enfermement colonial sont plus fortes que les barbelés. La famille ou l'amitié, la mobilité ou la santé, là vous retrouvez tous les mots, la famille, l'amitié, la mobilité, la santé, sont dessinés par le lieu où les individus sont placés, au sein de zones liminales et ambiguës qui émergent à l'intersection entre les statuts de sujets, de citoyens ou d'apatrides. Quand on pense qu'il y a eu une remise en question d'enlever la nationalité à ceux qui... Voilà, le statut d'apatride. Les villages où vivaient les harkis, délaissés par l'État, ont été rendus invisibles aux yeux des vrais Français, vrais entre guillemets. Et l'histoire qui a produit ces conditions n'a pas été transmise aux enfants des harkis, qui pourtant portent le poids au plus profond d'eux. Ces frontières intimes de l'Empire, voilà, la notion d'empire, de chair de l'Empire, qui fait que nous devons vivre la question de la radicalisation telle qu'elle est nommément, à tort, être au contraire posée en termes impériaux. Les villages où vivaient les harkis, délaissés par l'État, ont été rendus invisibles, les mots sont vraiment importants, aux yeux des vrais Français. Et l'histoire qui a produit ces conditions n'a pas été transmise aux enfants de harkis, qui pourtant portent le poids au plus profond d'eux. Les franges invisibles occupées par les harkis tracent les frontières intérieures de ceux qui vivent aux abords de la France contemporaine et qui sont soumis aux représentations et aux politiques formulées pour distinguer les véritables Français de ceux et de celles qui n'en font que porter le nom. Elle cherche, dit Stoller, je cherche à saisir comment les passés coloniaux, bien qu'effacés, continuent, pour moi c'est capital cette phrase, continuent de sculpter les décombres environnementaux et psychiques dans lesquels nous vivons, bien après qu'ont été démantelés les gouvernements coloniaux. Comprendre ce qui crée le présent colonial interroge les limites géographiques et analytiques auxquelles les études coloniales se sont intéressées. Je crois que c'est capital, je dirais c'est un des aspects, je dirais, de l'histoire mondiale de la France. C'est effectivement qu'il y a une véritable présence inhérente dans la chair de notre citoyenneté et de notre présence citoyenne en France. Il y a une Afrique, il y a une Asie, il y a un Vietnam, il y a un Maghreb qui est là, présent, voilà, qui n'est pas simplement dans la vente du couscous dans les grandes surfaces. Il y a véritablement une sensibilité intime de cela dans notre propre, je dirais, créolisation, si on prenait maintenant le vocabulaire d'Édouard Glissant pour sortir des affres du métissage, du malaise et des décombres qui sculptent notre racisme, pour entrer dans une créolisation de la France elle-même, de notre présence à cette douleur-là.
Et je voudrais... J'ai le temps de finir? J'ai le temps de finir? Alors... Oh là là, je vais accuser le vent, mais ce n'est pas seulement le vent. Je vais vous lire, là. J'aime pas lire, j'ai beaucoup lire, mais je lis. Dès lors, les degrés modulés de souveraineté et les termes qui désignent les autonomies contingentes, territoire non incorporé, mandat, possession, tutelle, occupation temporaire, état d'urgence, provisoire ou pas, ne sont plus des exceptions, des états d'exception périphériques de l'ordre impérial des choses, mais les éléments premiers de notre grammaire politique au quotidien. Ainsi peut-on provisoirement conclure que pour lutter contre l'urgence étatique de l'impérialisme racialisé, pour résister à la biopolitique qui se sert de la vie et de la mort des corps affectés par les voies aphasiques d'une politique impériale, se faisant maître du désir, on ne peut que se mettre à l'écoute de la parole qui témoigne de notre propre inclusion dans cette histoire du terrorisme. Les terrorisés que nous sommes, en tous les cas, qu'on nous dit d'être, qu'on nous demande d'être, sont partie prenante, justement, de cette grammaire du terrorisme. Colons et colonisés sont aussi proches que le terroriste et le terrorisé, que le meurtrier de l'autre est nécessairement aussi meurtrier de soi et suicidaire, qui a tout un travail à faire sur la désubjectivation collective. Alors, j'avais envie, pour finir, redonner la parole au grand corps malade. D'accord ? C'est plus moi qui parle. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial, comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. J'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle, apprendre à survivre sans. Elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout. J'admire ton courage. Tu avances la tête haute, tu traverses l'orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, comme tous ces mots qui pleuvent, que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront, saluant ta patience. Je vous remercie de votre patience.